En 1920, John B. Watson, un psychologue renommé, et Rosalie Rayner, son assistante et future épouse, décidèrent de mêler amour, science et une bonne dose d'ignorance dans une expérience qui allait entrer dans l'histoire sous le nom de l'expérience du petit Albert. L'idée était audacieuse, l'exécution discutable et les résultats aussi troubles sur le plan éthique qu'une flaque de boue en plein été. Ainsi, dans une histoire que l'on pourrait prendre pour le début d'une épopée digne de Dickens, le destin du petit Albert fut scellé. Alors, aujourd'hui dans Weird History, mettez vos Hydra Kids à l'abri de l'expérience du petit Albert. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne Weird History. Ensuite, laissez-nous un commentaire et dites-nous quelles autres études psychologiques vous aimeriez découvrir. Alors, qu'est-ce qui était pire pour les gars qui s'appelaient Albert ? Rencontrer J. Robert Oppenheimer ou l'expérience suivante. John B. Watson peut être inspiré par la célèbre expérience d'Ivan Pavlov avec des chiens qui salivent et des cloches, s'est dit qu'il allait appliquer autrement le principe de la réponse conditionnée. Pourquoi conditionner la faim quand on peut conditionner la terreur ? Et pourquoi tester sur un chien quand on peut traumatiser un enfant à la place ? Il pensait simplement que Pavlov n'était pas allé assez loin. L'objectif était aussi clair que discutable, conditionner la peur chez un petit enfant et voir ce qui se passait, idéalement sans blesser personne. Le sujet de l'expérience était un bébé de 9 mois surnommé Petit Albert. La mise en place était simple, on a présenté à Petit Albert une série d'objets blancs et duveteux inoffensifs, notamment un rat. Alors qu'Albert tendait la main vers la créature, Watson frappait une barre de métal avec un marteau juste derrière le bébé. Le bébé a été, comme on pouvait s'y attendre, surpris et incertain de ce qui s'était passé. Ce processus a été répété jusqu'à ce qu'Albert commence à associer les objets blancs et poilus à un bruit fort et effrayant, ce qui le faisait réagir avec terreur à la simple vue de tout ce qui avait à la fois de la fourrure et une couleur vive. Le test a été techniquement un succès. Le petit Albert, autrefois parfaitement inconscient des aspects terrifiants des lapins, des boules de coton ou des masques de Père Noël, était désormais conditionné à trouver tout ce qui était blanc et duveteux aussi terrifiant que le pire cauchemar imaginable. Et Watson continuait d'observer la nouvelle phobie acquise par Albert, apparemment inconscient du bourbier éthique dans lequel il s'enfonçait. Dire que l'expérience était peu scientifique reviendrait à dire qu'un volcan est un peu chaud. Idéalement, les expériences scientifiques devraient inclure des paramètres comme des mesures objectives, des groupes noms témoins et un échantillon plus large qu'un seul nourrisson terrifié. Hélas, Watson et son assistante, Rosalie Rayner, ont ignoré tout cela, adoptant plutôt un style d'observation personnelle qui ressemble étrangement à de la supposition. Il n'y avait aucune mesure précise, aucune échelle et aucun groupe témoin composé d'autres bébés avec lesquels comparer leurs résultats. En résumé, la peur du petit Albert n'était mesurée qu'en fonction d'elle-même. Lorsque Watson a consigné ses résultats, il était ravi de constater que le conditionnement avait fonctionné. Albert était visiblement bouleversé par les objets blancs et duveteux, ce qui suffisait à Watson pour crier victoire. Pourtant, à tout chercheur en herbe, cette célébration aurait semblé un peu prématurée. Les expériences sont toujours plus que l'hypothèse initiale. Elles résultent d'une élimination et d'efforts répétés. Et si Albert passait juste une mauvaise journée, ou s'il n'aimait déjà pas la couleur blanche? Et si l'environnement de test influençait davantage les réactions d'Albert que le bruit soudain? Le rapport de Watson n'a répondu à aucune de ces questions, préférant plutôt résumer sommairement ses résultats et en tirer des conclusions douteuses sur la base de preuves très minces. Après avoir conclu qu'Albert avait été pleinement conditionné à détester tout ce qui était blanc et duveteux, Watson et Rayner se sont arrêtés là. Ils ont arrêté l'expérience sans tenter d'inverser le conditionnement, pensant que la terreur d'Albert, liée à la couleur blanche, disparaîtrait d'elle-même. Tout comme les tests eux-mêmes, cette supposition n'était fondée sur aucune preuve scientifique. La mère du petit Albert aurait fait ses valises et quitté la ville précipitamment, probablement par crainte que Watson ne les retrouve pour une autre expérience, comme le font souvent les savants fous. Les derniers mots de Watson suggéraient qu'Albert surmonterait ses peurs après avoir vécu les aléas de la vie. Ce genre de réflexion conviendrait sans doute mieux à des genoux écorchés ou à de l'argent de poche volé, mais au moins, il a essayé d'être rassurant à sa manière. Quoi qu'il en soit, Albert était parti. L'expérience était terminée, et l'expérience controversée de Watson serait rangée dans le grand catalogue des erreurs scientifiques.
Au cours de ses expériences, Watson s'est montré lyrique au sujet de la santé exemplaire du petit Albert, l'un des enfants les mieux développés jamais amenés à l'hôpital. Watson a noté dans son article de 1920, citant le tempérament imperturbable du garçon comme preuve de son aptitude à l'expérience. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que des chercheurs commencent à remettre en question la description idyllique de Watson. Certains avancent qu'Albert aurait eu des retards de développement ou des troubles neurologiques, ce qui poserait un sérieux problème pour tout test. Évidemment, cette possibilité est quelque chose qu'un chercheur respectable aurait éliminé avant de commencer toute expérience. Mais les mots « respectable » et « John B. Watson » se retrouvent rarement dans la même phrase. Watson n'était pas là pour répondre à ces allégations. Et en plus, il a brûlé toutes ses notes sur l'expérience avant sa mort, comme le font souvent les savants fous. C'était une période sombre pour la protection de l'enfance et la recherche. Le consentement éclairé n'existait pas. Lors d'une expérience, il fallait juste faire confiance aux chercheurs et espérer qu'ils disaient la vérité sur leurs actions. Ce n'est que des décennies plus tard que la psychologie, poussée par des histoires comme celle du petit Albert, a commencé à prendre au sérieux les implications éthiques de la participation des nourrissons à ce type d'études. Les psychologues du monde entier ont finalement reconnu que les bébés sont, en réalité, de très mauvais sujets d'expérience pour le conditionnement de la peur. Un enfant commence tout juste à établir des associations à ce stade et est incapable d'exprimer une pensée complexe, donc placer un enfant dans une étude de conditionnement comportemental a peu de valeur scientifique. La seule chose que Watson accomplissait avec son expérience, c'était de terrifier un bébé pris au hasard. L'Association américaine de psychologie a fini par instaurer des directives visant spécifiquement à empêcher que des bébés et d'autres participants involontaires soient immobilisés, soit soumis à la terreur au nom de la science, espérant sans doute ne plus jamais rencontrer un cas comme celui d'Albert. Désolé Bill Nye, parfois la science n'a pas toujours le dernier mot. En raison des efforts acharnés de Watson pour effacer toute trace de son passage, l'identité du petit Albert demeure aussi mystérieuse qu'une apparition du Bigfoot. Mais des théories existent. Certains chercheurs pensent qu'Albert était Douglas Merritt, un enfant atteint d'hydrocéphalie qui est malheureusement décédé jeune. Cela, bien sûr, n'a fait qu'alimenter l'incendie éthique déjà en cours. Et si Watson avait sciemment traumatisé un enfant en phase terminale ? S'il l'avait su, nous n'avons aucun doute qu'il aurait traité une telle négligence éthique flagrante en disant « Que voulez-vous y faire ?» En 2014, un groupe de chercheurs canadiens a suggéré une autre possibilité. Le petit Albert serait William Albert Barger, qui a vécu plus de 80 ans et a toujours eu peur des chiens, quelle que soit leur couleur. Bien que cela n'ait pas été totalement vérifié. Les versions divergent, les mystères s'accumulent, et la communauté scientifique reste divisée sur lequel des Alberts, voire aucun, était réellement le malheureux enfant de l'expérience de Watson. Il se peut que personne ne veuille reconnaître le petit Albert comme leur enfant, car nul ne veut être vu comme les parents ayant confié leur bébé au docteur John de Potbanger. Aucun dossier n'existe sur les parents d'Albert, il est donc peu probable que nous connaissions un jour les circonstances qui les ont poussés à soumettre leur bébé à l'expérience de Watson. Quoi qu'il en soit des détails, un fait demeure clair. L'héritage de Watson perdure, ne serait-ce qu'à travers les histoires qu'on raconte aux étudiants en psychologie pour les mettre en garde. Après l'étrange héritage du petit Albert, la psychologie a connu une crise existentielle. Que signifiait être scientifique ? Tout était-il permis dans la quête du savoir ? Le monde académique a lentement reconnu que l'éthique comptait et que peut-être les enfants ne devraient pas être soumis à des expériences effrayantes au nom de la postérité. Les chercheurs savent désormais qu'il faut éviter de traumatiser les nourrissons et privilégier des méthodes moins nocives pour le conditionnement. De plus, l'entreprise tristement célèbre de Watson a inspiré la création du code d'éthique de l'APA, qui, bien qu'il n'ait été officiellement établi qu'en 1953, a effectivement mis fin à l'approche Far West de la science, privilégiée par Watson et beaucoup d'autres. Au lieu de confirmer les théories de Watson, l'expérience du petit Albert a démontré la nécessité de normes éthiques en recherche, de régulation et de méthodologie fiables dans l'étude scientifique. Nous ne saurons peut-être jamais qui était Albert, mais son histoire a marqué le monde. Le docteur John B. Watson, quant à lui, a laissé la psychologie derrière lui pour une carrière réussie en tant que cadre publicitaire, comme le ferait un savant fou. Alors qu'en pensez-vous ?
L'expérience du petit Albert était-elle justifiée? Donnez votre avis en commentaire et découvrez d'autres vidéos de Weird History.